Merci, Monsieur le Président. Et je saisis la balle au bond tendue par Monsieur le Ministre. Je reprends la balle pour, évidemment, commencer mes questions par cette question de l'article 23 et la poursuite de l'échange que vous avez eu avec notre collègue Christine Lavarde tout à l'heure dans l'hémicycle. D'abord, sur un plan philosophique, je ne suis pas certain que les contrats de Cahors aient laissé un aussi bon souvenir parmi nos collègues élus, notamment les présidents d'exécutifs des collectivités territoriales, mais aussi parmi les parlementaires, sénateurs en particulier, dans la relation qui peut être celle qui existe entre l'État et les collectivités territoriales, dans notamment les exigences budgétaires qui sont respectivement les leurs, y compris sur le fait que, mais c'est une facilité oratoire que de le dire, mais que nous ne sommes pas soumis d'emblée aux mêmes obligations en termes d'équilibre budgétaire quand nous sommes à votre place, Monsieur le Ministre, ou quand nous sommes à la place des élus qui, maires, présidents, sont en charge des budgets des grandes collectivités territoriales. Et donc, après que le Parlement a supprimé à l'Assemblée, puis au Sénat, cette idée de contrat de confiance, avec la dimension publicitaire qu'on peut reconnaître pour un grand groupe d'électroménagers. Honnêtement, des contrats dont l'essentiel des clauses sont léonines et qui finalement ne sont pas des contrats, je dis sous le contrôle des collègues Gatel et Darnaud, qui ont eu l'occasion à moult reprises d'évoquer ces sujets-là dans leurs différents travaux. Mais est-ce qu'on doit, pour satisfaire des exigences européennes, absolument mettre le licol autour du coût des collectivités locales à ce point de recréer et de remettre dans le projet de loi de finances ce type de dispositif. Je pense que le monde des collectivités locales qui sort de la crise du Covid et qui aborde aujourd'hui des questions liées au coût de l'énergie est peut-être capable, en tout cas c'est ce qui est ressorti des discussions qu'on a pu avoir lors des auditions de la mission RCT pour le projet de loi de finances 2023, capable d'autres dispositifs plus responsabilisants que ceux qui sont prévus dans le projet de loi de finances. Donc, bien évidemment, mais je pense que je ne serai pas le seul à vous inviter à regarder comment ce dispositif-là pourra évoluer dans la discussion du budget au Sénat. Deuxième sujet, qui est un sujet important également, et sans doute un sujet différenciant entre la position du Sénat et celle du gouvernement, c'est la question de la suppression de la CVAE. Très honnêtement, on est en train de tuer l'un des derniers impôts locaux en France, sans jamais qu'on ait vraiment réformé la fiscalité locale dans son ensemble, ni d'ailleurs réformer la fiscalité de l'entreprise. Donc la CVAE, qui est la prolongation de la réforme de la TP dans notre pays, qui nous a été vendu et survendu comme un impôt dynamique. Rappelez-vous le discours à l'époque, c'est le dernier impôt qui est le lien entre la richesse produite dans un territoire et des collectivités locales qui aménagent et qui rendent des services publics pour l'entreprise et pour les salariés. Et pardon de le dire, moi qui viens d'un territoire industriel, en Haute-Savoie, en particulier de la vallée de l'Arve, que quand on aura définitivement supprimé le lien qui existe entre l'industrie et parfois les contraintes qu'elle représente et le territoire, pour réindustrialiser le pays, comme d'ailleurs ça a été évoqué tout à l'heure par Bruno Le Maire dans l'hémicycle, bon courage. Et on pourra créer tout un tas de dispositifs palliatifs en disant oui, mais on recréera d'autres manières d'intéresser les territoires à la présence sur le territoire d'elle-même, d'intéresser les collectivités sur le territoire desquelles il y aura ces implantations-là. Je pense qu'on aura beaucoup de mal à recréer cet intérêt, alors que là, il est direct. Et vous savez, si en France, on a cette appétence à l'impôt, c'est aussi parce que parfois, on sait où cet impôt va et comment il est employé. Donc, différence de fond, je sais qu'il y aura des propositions soit de suppression de l'article 5, soit de différer dans le temps cette réforme.
Mais encore une fois, on supprime et on ne réfléchit pas à la manière de financer les collectivités territoriales avec celles et ceux qui créent la richesse sur les territoires, en particulier les entreprises. Mais on n'avait pas eu gain de cause sur la question des ménages, puisque la taxe d'habitation a été purement et simplement supprimée et remplacée par des compensations. Dernier point, et pas le moindre, vous abordez, monsieur le ministre, la question du fonds vert. C'est une question qui est importante, c'est de 2 milliards d'euros. On semble rassuré que ce soit le préfet de département et non le préfet de région qui attribue ces dotations. On commence à voir une forme de verdissement sur la décile. Donc comment est-ce que vous allez harmoniser ces deux dispositifs-là, et comment est-ce que, et ça c'est une petite marotte au Sénat, ça ne vous surprendra pas, comment est-ce que vous comptez associer les élus locaux au processus de décision de l'attribution par le préfet de ce type de choix, parce qu'on a pu voir que c'est parfois intéressant quand c'est la DETR qui est attribuée que les élus soient associés. Ce n'est pas du tout le cas pour la décile. On a essayé chaque année de créer quelque chose qui permet d'associer les élus locaux. On n'y arrive pas. Est-ce que là, on aura un dispositif, en tout cas peut-être que nous aurons des propositions qui permettront d'associer les élus des territoires au déploiement de cette grande politique publique que vous avez dans votre portefeuille ministériel, monsieur le ministre? Contrat, CVAE, filet, fonds vert, c'est les 4 sujets principaux autour desquels une partie des discussions ont tourné. Je veux tout de suite répondre à la question la plus courte par la réponse la plus courte et dire au sénateur Théophile que oui, les communes qui sont dans le quorum peuvent bénéficier du filet. Il n'y a pas de sujet d'exclusion ou d'absence de possibilité d'appartenir aux deux dispositifs de manière simultanée. Alors, on commence par le contrat. Je suis nommé le 20 mai, les discussions sur qu'est-ce qu'on va faire pendant ce mandat commencent, et pour être extrêmement clair avec vous, l'entrée dans la discussion entre les collectivités territoriales et Bercy, c'est Bercy qui dit qu'il faut qu'on imagine des contrats de Cahors bis, nouvelle version, éventuellement pour varier un peu les plaisirs en se basant peut-être sur la capacité d'autofinancement plutôt que sur l'évolution des dépenses de fonctionnement, et une position qui est celle qui s'est imposée, qui consiste à dire 1, on est dans une période d'inflation qui fait que se baser sur les dépenses de fonctionnement n'a pas de sens. 2, indépendamment du caractère effectif ou pas des contrats de Cahors, le signal qui consiste à dire nous ne faisons pas confiance aux collectivités locales et on pense que vous allez mal gérer, donc vous allez signer un document dans lequel vous allez vous engager à bien gérer, a été catastrophique. Il a été en termes de climat pour les collectivités locales, ce que la façon dont les 35 heures ont été votées a été pour les entreprises. C'est-à-dire cette idée que moins on travaille, mieux c'est, et cette idée que plus, dans le monde du travail, indépendamment des effets ensuite entreprise par entreprise, et si je transpose, cette idée qu'en gros, il y a d'un côté l'État qui est vertueux, de l'autre les collectivités locales qui par nature sont dépensières. Stopper ce mécanisme, en évitant qu'on ait un contrat qui soit un contrat individuel, en évitant qu'on ait des dispositifs qui soient automatiques, ça a été ce à quoi je me suis employé. En recevant toutes les associations d'élus au début du mois de juillet avec Gabriel Attal, en ne cachant pas qu'il y avait plusieurs hypothèses sur la table, et en arrivant sur un point d'équilibre qui était de dire « Ok, pas de contrat individuel, un mécanisme dans lequel nous appliquons quelque chose qui existe depuis longtemps, qui s'appelle l'ODEDEL, qui est l'objectif d'évolution des dépenses des collectivités locales, moins connu que l'ONDAM, mais qui fait partie des textes budgétaires sur lesquels nous nous prononçons au fur et à mesure du temps, qui permet de traduire ce qu'est la perspective ou la trajectoire sur laquelle nous sommes, et on verra sur la base des comptes administratifs 2023, c'est-à-dire mi-2024, si on a des collectivités qui se sont écartées de cette trajectoire, et si c'est le cas, là, il y aura des rendez-vous qui se feront de manière spécifique avec les préfets pour regarder s'il y a des éléments conjoncturels qui permettent d'expliquer les dépassements ou si au contraire, il y a une nécessité de faire en sorte d'établir des trajectoires de retour à l'équilibre. Et c'est sur ces bases que que la loi de programmation des finances publiques s'est engagée. L'attitude de la majorité à l'Assemblée nationale nous a conduit à ce que la LPFP soit dévitalisée, qu'elle ne puisse pas être adoptée.
c'est pas une posture. On est en commission, je suis pas dans l'hémicycle, le sujet c'est pas de me faire applaudir ou huer. Je veux vous dire que la réalité de ce qu'est le respect d'une trajectoire maastrichtienne, d'une évolution de nos dépenses publiques, c'est une obligation européenne. Et ça a une conséquence, c'est l'appréciation par les prêteurs de la solidité de notre trajectoire et donc de nos niveaux de taux d'intérêt. On peut faire comme si ça n'existait pas, on peut considérer que ce n'est pas un sujet. Moins ça en sera un au niveau de la représentation nationale et du gouvernement, plus ça en deviendra un pour nos finances publiques nationales et locales, parce que ça aura un impact sur nos taux d'intérêt. Rassurer les marchés sur le fait qu'on est sur une trajectoire soutenable de retour à une trajectoire d'équilibre qui n'est pas la plus rapide de l'Union européenne, en envoyant des signaux sur le fait qu'il faut qu'on diminue le poids de nos dépenses publiques, est une nécessité. Ma conviction, c'est qu'il faut revenir à l'esprit initial de ces contrats de confiance. L'absence d'accord sur la FPFP nous a conduit à réintroduire par voie d'amendement le dispositif en imaginant un mécanisme qui soit d'autant plus dur qu'il est provisoire. L'exposé des motifs de l'article 23 dans le cadre du PLF précise qu'il s'agit seulement d'un mécanisme provisoire. Et vous verrez la beauté du provisoire, c'est qu'il ne pourrait pas s'appliquer de toute façon avant 2024, puisqu'il faudrait quand même que ce soit sur la comparaison des comptes administratifs 23 par rapport aux comptes administratifs 22, qu'on puisse considérer qu'il y a eu un écart par rapport à la trajectoire telle qu'elle avait été définie. Donc s'écharper sur un dispositif théorique, je pense qu'il y a des chemins de compromis. Le chemin de compromis, auquel nous appelons le Sénat, c'est quand même à un moment que sur une trajectoire de finances publiques, on s'entende sur le fait que on est tous dans le même bateau et qu'à un moment, indépendamment des différences de gestion, y compris juridiques qui peuvent exister entre l'État et les collectivités locales, à la fin, il y a un contribuable qui ne se demande pas si l'impôt il est national ou s'il est local, qui constate si ça a des conséquences ou pas sur son pouvoir d'achat. Et je pense là-dessus, vraiment, qu'on a des marges. Parce que je ne souhaite pas un dispositif qui recrée un climat de défiance. Il y a suffisamment de sujets sur lesquels il faut être capable de recréer la confiance pour qu'on évite, sur celui-là, de s'écarter de ce qu'était la philosophie initiale. Et je vous assure qu'on est ouvert, dans le cadre de la LFP, de la LPFP et de la CMP, dans le cadre du PLF, à trouver une manière, en particulier sur le titre 4 de cet article 23 qui concerne les dispositifs de sanctions, à être collectivement intelligent. Sur le filet de sécurité, pardon, je vais répondre dans l'ordre des questions du rapporteur pour avis et donc sur la CVE. Je voulais alterner les points sur lesquels j'avais des désaccords et les points sur lesquels j'avais des accords. J'ai beaucoup d'accords avec ce que vous avez dit sur le filet de sécurité, c'est pour ça que je voulais alterner. Sur la CVE, je suis en désaccord. Et je vais vous dire pourquoi. Pour 3 raisons. La première, elle est fondamentale, elle est politique, elle ne relève pas des finances publiques, mais peut-être d'une conception un peu vieux jeu de la politique, c'est que je considère que quand on prend un engagement devant les électeurs, on le tient. Le président de la République a été élu en prenant un engagement extrêmement clair sur les électeurs. Ne pas tenir cet engagement, de mon point de vue, c'est alimenter cette idée que les hommes politiques se présentent aux élections en faisant des promesses et qu'une fois élus, ils peuvent s'en affranchir. Certains diront, c'est dommage qu'ils respectent celle-là, pourquoi est-ce que... Mais j'observe une chose, c'est qu'il y a un engagement et le sujet, c'est de le tenir. Ensuite, il y a de faux arguments pour justifier la défense de la CVE. Il me semblait que la majorité sénatoriale, pendant longtemps, en tout cas au moment où j'avais l'honneur d'y appartenir, avait 3 convictions très fortes. La première, c'est la nécessité de considérer que la gestion des deniers publics nécessite de considérer que la dette n'est pas un grand mot et qu'il faut y être attentif, parce que si on ne fait pas attention à la dette, à un moment ou à un autre, ce sont nos créanciers qui se préoccupent de nous. Mais que dans le même temps, le poids des prélèvements obligatoires en France, sensiblement supérieur à la moyenne des pays de l'Union européenne, était un problème, voire même était un frein pour notre attractivité économique. Et qu'à la fin, il y avait quand même un principe qui était celui de la responsabilité des élus qu'il fallait être capable de préserver. Au milieu de tout ça, j'entends l'argument qui consiste à dire vous supprimez la CVAE et donc on se prive de recettes publiques. Celui-là, il est discutable. Il consiste à savoir si en baissant un impôt qui pèse sur les entreprises, on stimule l'activité en générant un surplus de recettes fiscales supérieur à la perte. En revanche, sur l'autonomie des collectivités locales, nous avons perdu le pouvoir de taux, les élus locaux ont perdu le pouvoir de taux quand on a créé la CVAE. Vous n'avez pas de taux
il n'y a pas d'autonomie fiscale liée à la CVAE. Vous avez un impôt national avec une répartition. Et donc, le sujet, quand on remplace une part de CVAE par une part de TVA, on ne substitue pas un impôt sur lequel les élus auraient un pouvoir de taux par un impôt sur lequel ils n'ont pas de pouvoir de taux. Il y a un bon argument. Comment est-ce qu'on évite qu'en supprimant un impôt qui reflète l'attractivité économique du territoire, on ne désincite les élus? Mais ce n'est pas sur l'autonomie fiscale, c'est sur la politique qui va être conduite au niveau économique. Surtout dans un contexte où le ZAN peut créer une tension. J'assume pleinement ce point et on aura des occasions d'en discuter. D'abord, je tiens à dire, et ce sera ma réponse à Didier et Marie sur ce point, que très objectivement, là aussi, à la fin, le point qui a été arbitré par la Première ministre, c'est une dynamique qui va coûter plus cher aux finances publiques que ce qui était le dispositif initialement prévu. Si nous avions remplacé la CVAE par un prélèvement sur recette, ça c'est du déjà vu. Le nombre de fois que l'État n'a pas par le passé respecté scrupuleusement la tendance des prélèvements sur recette en les rabotant au fur et à mesure de l'histoire, on ne les compte plus. Et d'autre part, la dynamique n'est jamais acquise. Les choses sont totalement différentes à partir du moment où le gouvernement a décidé de remplacer la CVAE par la TVA. Oui, c'est un impôt volatile. La CVAE aussi. Et la TVA est nettement moins volatile que la CVAE. Pour être clair, la dernière fois que la TVA a baissé dans ce pays, c'était il y a 13 ans. C'était en 2009. La dernière fois que la CVAE a baissé dans ce pays, c'était il y a 3 ans. Mais les variations de CVAE à l'échelle d'un territoire, elles sont beaucoup plus importantes parce qu'elles reflètent ce qui se passe. En moyenne, depuis 10 ans, la CVAE, c'est 2,5% de progression par an. En moyenne, depuis 10 ans, la TVA, c'est 3,5% de progression de crédit par an. Et si nous revenons avec de l'inflation, je tiens à vous le dire, la TVA a une vertu, c'est que comme elle est indexée sur les prix, elle permet de compenser une partie de tout ça. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans le débat fiscal, il y a une strate de collectivités qu'on entend un peu moins que les autres. Ce sont les régions. Parce que les progressions des recettes de TVA des régions sont de 9%. Pour une raison simple, c'est que ça reflète la progression dont je suis en train de parler. Et dès lors que l'État ne capte pas la compensation pour les collectivités qui ont déjà vu une fraction de TVA remplacer d'autres fractions de fiscalité, elle n'envisage pas plus de le faire demain dans le cadre du remplacement de la CVAE. Et donc on aura un dispositif qui sera beaucoup plus en lien avec les différents cycles économiques en termes de qualité de compensation. En revanche, il faut traiter la question de comment un territoire qui fait plus pour accueillir des entreprises est accompagné. Et c'est le mécanisme qui repose sur une partie de progression des bases, calculée sur la CFE, et sur une partie de la progression des effectifs. De manière à ce qu'on garde ce lien en termes de dynamique. Et j'entends la proposition sur la C3S. Sauf que, là aussi, je suis entré dans ce débat très objectivement en demandant à ce qu'on me présente les arguments. La C3S, elle porte principalement sur les services, sur la banque, sur les assurances, là où la CVAE, objectivement, est 2 fois plus intense pour les entreprises industrielles, puisque 25% du montant de la CVAE est payé par des entreprises industrielles, alors même qu'elles ne représentent que 10% des emplois. Et donc, si on souhaite réindustrialiser, et j'ai entendu des voix fortes encore cet après-midi au moment du QAG, le fait est que la CVAE est un meilleur impôt à supprimer pour soutenir l'industrie. Le filet de sécurité. Je suis édifié par les chiffres que j'ai entendus cet après-midi. Et je vous assure que je vais remonter et me faire remonter les analyses qui ont été faites par département. Fort de ce que vous me dites sur le filet de sécurité 2022, ça renforce ma conviction que le filet de sécurité 2023 doit être amélioré. Et je vais plus loin qu'Alain Richard. À 25%, la porte est trop étroite. Et je pense qu'à 20%, elle l'est encore trop. Et qu'il faut être capable d'aller plus bas. Parce que si vraiment le nombre de collectivités qui bénéficient d'un filet de sécurité dimensionné à 430 millions d'euros se chiffre à 10 ou 15% des collectivités, dès lors qu'on multiplie par plus de 3 le montant qu'on envisage de consacrer, ce serait aberrant qu'on annonce un chiffre qui me semble être en phase avec les besoins de couverture du delta de l'amortisseur. Je vais essayer, n'étant ni polytechnicien ni énarque, malgré tout, de revenir quelques instants sur le dispositif. Moi non plus. Finalement, il n'y en a aucun d'entre nous. Voici, il y a Philippe Bas, il y a Alain Richard, il y en a quand même quelques-uns, tout va bien. Bon.
Je reviens à mon sujet. Le filet de sécurité, dans le cadre de la co-construction, il a été topé entre le gouvernement et le Sénat, qui, y compris, a contribué à ouvrir la porte. Si malgré le fait que vous l'ayez davantage ouvert, et moi j'avais en tête ce chiffre de 22 000 communes, on se retrouve avec un nombre très éloigné, je considère que nous sommes engagés par le montant financier que nous avons mis sur la table et qu'il faut qu'on regarde comment nous sommes au rendez-vous d'une promesse de soutien aux collectivités territoriales en termes de pouvoir d'achat. Et il faut qu'on s'inspire de ça suffisamment vite pour en tirer les leçons pour le dispositif 2023. Je prétends qu'à 25%, non seulement on est trop restrictif, mais qu'on est poussé au crime pour ou creuser un déficit 2022 qui permette de justifier qu'en 2023 on a une baisse de sa capacité d'autofinancement qui soit plus importante, ou pour ne pas faire les arbitrages au titre de l'année 2023 qui consisterait à limiter certaines dépenses pour assurer des pentes qui soient plus élevées. Donc je partage totalement et je considère, dans la foulée du sénateur Reichardt, qu'on a tous dit, qu'on soit sénateur ou membre du gouvernement, qu'on était en train de voter des dispositifs de soutien et que si demain, à cause de ces modalités, les sommes ne sont pas au rendez-vous, c'est une part de crédibilité de notre parole publique qui est abîmée. Là où il n'y a pas de loup, c'est que les sommes, elles sont inscrites pour leur montant nominal. On ne construit pas un dispositif pour essayer de restreindre le nombre de bénéficiaires. On commence par dire quelle est la somme qu'on y consacre, et ensuite on imagine le dispositif. Donc, dans le cadre de la somme, n'hésitez pas à regarder comment on peut élargir le dispositif. Il y a 3 principaux sujets. La porte d'entrée, et il faut retoucher à ces 25% pour les diminuer. Et ensuite, il y a le mécanisme qui consiste à prendre, à condition que les recettes d'énergie aient progressé 60% plus vite que les recettes réelles de fonctionnement, 50% de ce delta de 60% réel. Peut-être que, y compris dans la réécriture, on peut trouver une façon de le rendre un peu plus lisible, mais je précise que ça amène bien un verrou sur le niveau de dépense, 50% des 60% de progression, et que ce verrou-là, il sera plus important que la porte d'entrée. Et que le sujet, c'est pas est-ce que vous perdez de la capacité d'autofinancement, c'est quel est le delta entre la progression de vos recettes et la progression de vos dépenses d'énergie. Ça, c'est le bon critère. Et il ne faut pas créer une prime à la mauvaise gestion. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur le filet de sécurité parce que je viens de vous donner ma pensée la plus complète. J'en profite pour finir sur l'amortisseur. Bon, c'est hyper complexe. C'est hyper complexe parce que si je devais faire un schéma, quand une collectivité se retrouve avec, disons, 100 MW de consommation, elle a d'abord la moitié de sa consommation qui va être couverte par l'Arenh à un prix fixe. Ça, c'est général. C'est la moitié. Ensuite, j'ai la deuxième moitié. La deuxième moitié, on explique désormais que cette deuxième moitié, si vous êtes au-delà de 325 € du mégawattheure et en dessous de 800, 50% de ce delta est pris en charge par l'État. Sauf que comme il y a la moitié qui est en Arenh, si vous êtes à 325, ça veut dire qu'en fait votre prix c'est moitié 325, moitié 42, et donc que c'est facialement 180. Donc il y a des gens qui pensent alors qu'ils sont à 200, qui ne vont pas être aidés par l'État parce qu'ils regardent le 325, sans s'apercevoir qu'il est écrit en tout petit, comme devant la porte de la banque, que ça vaut pour la moitié qui n'est pas couverte par l'Arenh. Donc on a ce petit sujet. J'attire l'attention de cette haute assemblée sur le fait qu'il pourrait être souhaitable de s'interroger sur les conditions de révision en cours de route de certains contrats si le moment où on les a signés correspond à des pics de prix et si on a des prix qui baissent dans les mois qui viennent. Parce que c'est super d'imaginer des boucliers, mais la possibilité de renégocier une partie de ces contrats qui permettrait à la fois d'améliorer les finances des collectivités et de diminuer l'ampleur des boucliers pourrait être de bonne politique et s'appuierait davantage sur des besoins de compétences juridiques que de compétences budgétaires. Sur le fonds vert, j'ai vu hier tous les préfets de France et j'ai esquissé devant eux la base de la circulaire que certains, dont le président Richard, espèrent. Les 2 milliards d'euros, ils ont vocation à être souples et faciles d'utilisation et en même temps, on veut donner quelques règles pour pas que chaque préfet se demande comment il gère rendu sur son territoire. Et on a aujourd'hui imaginé 14 portes d'entrée. Je sais que ça peut sembler complexe, mais c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Parce que l'idée n'est pas de dire « vous êtes obligé d'aller faire la ligne numéro 12 », c'est de dire de façon très concrète. Vous avez un problème d'érosion du trait de côte. Vous êtes éligible.
Vous avez un sujet en montagne qui est lié au réchauffement climatique, vous êtes éligible. Vous voulez faire de la rénovation de bâtiments, du changement d'éclairage public, de la préservation de la biodiversité, bref, les mesures qui sont bonnes pour le climat ou la biodiversité, vous êtes éligible. Et les enveloppes, elles sont à titre indicatif, mais la répartition, elle ne se fera pas sur la base des thèmes, mais sur la base des territoires. Autrement dit, 1, ce que j'ai annoncé hier, nous allons pré-notifier au préfet de région les enveloppes pour qu'ensuite ils les répartissent par département. Envoyer suffisamment vite ces conseils ou ces circulaires pour que les contacts avec les associations d'élus puissent se prendre et que rapidement les dépenses puissent être ensuite couvertes et engagées. Et donc on est vraiment dans cette optique, je répondrai à Cécile Kierman dans quelques instants, sur la partie sur laquelle elle m'a interrogé, qui est de dire si on a des problèmes de fonctionnement et qu'on investit moins, à quoi ça sert d'avoir des subventions d'investissement? J'y arriverai plus tard, mais je finis en tout cas sur le dispositif du fonds vert et sur sa philosophie. Sur la DSIL. Le verdissement, entre guillemets, suggéré sur quelques lignes de la DSIL, à la minute où nous parlons, n'est pas une orientation, une philosophie du gouvernement. Il y a bien une DSIL de soutien et un fonds vert qui participe à la transition écologique. L'amorce l'année prochaine, c'est d'arriver à des budgets verts. Ce n'est pas Bercy qui va les concevoir, ce sont les associations d'élus. Nous avons demandé à l'association des maires, à l'association des départements, à l'association des régions de France de nous suggérer ce que pourrait être un cadre de budget vert pour qu'on parle tous de la même chose et qu'il n'y ait pas une commune qui dise « Regardez, mon budget est hyper vert » parce qu'elle considère que quand elle fait une route, la moitié c'est des dépenses bonnes pour le climat parce que ça sert pour les pistes cyclables et que celle d'à côté considère que 100% des routes c'est des dépenses brunes parce que ça sert à faire passer des véhicules thermiques. Donc on veut vraiment qu'on construise ça avec elle. Est-ce que ça peut être demain, après-demain, une occasion d'avoir un dialogue sur comment est-ce qu'on améliore notre efficacité climatique, voire on crée des liens, CRTE, des sites, peut-être, mais à la minute où on se parle, ça n'est pas le sujet. Le fonds vert, c'est 2023 et l'idée, ce sera d'avoir le retour sur expérience. J'avoue que sur la question de comment on associe les élus, en clair, est-ce que le fonds vert peut être comme la DETR? Est-ce qu'on peut se retrouver avec des associations d'élus qui discutent des critères? Je suis extrêmement partagé. On est sur une année zéro. Je pense qu'il faut qu'on soit très transparent avec les élus sur l'utilisation. Est-ce qu'il faut qu'on fasse une commission en amont pour 2 milliards d'euros à distribuer en première année dans le contexte des finances publiques qu'on connaît? Je ne suis pas certain. Ma religion n'est pas faite. Vous allez avoir aussi à vous prononcer, peut-être à ajouter des amendements sur le dispositif. On n'est pas hostile, à la condition que ça n'ajoute pas une complexité dans un dispositif où vraiment toutes les assos d'élus nous disent il faut que ce soit simple et il faut que ce soit rapide.